Bienvenue sur le Courrier du Cœur. Je suis Tina Carr, votre hôte, votre coach et confidente. Le Courrier du Cœur, c'est votre podcast pour mieux comprendre les relations interpersonnelles, les dynamiques amoureuses et les rapports entre hommes et femmes. Je parle ici de tout sans tabou. C'est parti. Je reçois aujourd'hui une lettre en provenance de Marie-Noël qui va comme suit. Bonjour Tina, je me sens comme une personne horrible. Je suis mariée, mais je suis essentiellement en limerence pour quelqu'un d'autre. Nous sommes collègues, nous travaillons ensemble depuis 5 ans et nous sommes amis depuis 2 ans. Quelques mois avant mon mariage, j'ai senti que mon LO, Limerence Object, commençait à ressentir quelque chose pour moi. Nous sortions déjeuner ensemble en tant qu'amis, il me complimentait, mais après mon mariage, mon LO et moi avons refroidi notre relation et il a arrêté de me contacter. Cette année, nous parlons tous les jours depuis 3 mois, mais seulement pendant le temps du travail. Nous déjeunons ensemble, nous avons même passé du temps ensemble en dehors du travail. Je suis follement amoureuse de lui. Chaque jour, j'essaie de rompre le contact, mais en vain. Il me contacte et je cède. Je n'avais pas été aussi éprise de quelqu'un depuis mon adolescence, et je suis beaucoup plus âgée maintenant. Je ne peux pas m'empêcher de penser à lui, je suis tellement déchirée, je me sens tellement mal pour ce que je fais. Est-ce que tout cela est même réel? Je sais que probablement que non. Tes conseils, Tina. Marie-Noël. Chère Marie-Noël, tout d'abord merci pour ce message. Avouer publiquement comme ça qu'on a une tendance amoureuse, si je peux m'exprimer ainsi, envers quelqu'un, particulièrement un collègue de bureau, eh bien, c'est un beau partage qui doit certainement toucher beaucoup de personnes, puisqu'on sait que la majorité des infidélités ou des flirts se passent sur les lieux de travail. Alors, c'est pas surprenant, chère Marie-Noël. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ceci? Vous nommez dans votre lettre que vous êtes en limerence. Alors, j'aimerais prendre ici un petit moment avec nos auditeurs, auditrices, pour expliquer un petit peu ce que c'est la limerence, parce que c'est un terme qu'on n'entend pas beaucoup encore, malgré que le phénomène, si je peux dire, le trait de sentiment, de ressenti, d'émotion, a été découvert, a été nommé par Dorothy Trevor dans les années 90, qui fait état donc de cette sensation, ce sentiment amoureux, d'obsession que nous avons envers quelqu'un. Alors, les ressentis sont une intensité émotionnelle vraiment intense, une obsession finalement pour la personne, un désir de réciprocité, une tension affective qui est certaine, mais d'où ça vient particulièrement, c'est cette idée d'idéalisation de quelqu'un. La limerence ressemble énormément au phénomène du désir-passion, ce buzz que nous avons au début d'une relation lorsque nous tombons amoureux. C'est ce sentiment de se jeter dans le vide, d'être complètement prise par ce sentiment, cette obsession de pensée, de ressenti, de manque, de frustration de ne pas être avec l'autre. C'est souvent attribué donc à la désir-passion du début d'une relation, mais lorsque ça devient obsessionnel et le besoin vraiment de réciprocité, eh bien, on peut tomber dans la limerence. Ce qui est intéressant dans le phénomène de la limerence, c'est que l'autre n'a pas besoin de ressentir la même chose pour que nous soyons en limerence avec quelqu'un. Donc, le quelqu'un en question, on appelle ça l'objet de limerence, ou en anglais le limerence object, le LO. Et puis, la personne qui est en limerence, donc, va avoir ce sentiment envers l'autre, qu'il soit réciproque ou pas. Alors, vous êtes amis, vous et ce collègue de travail, vous vous voyez au travail, vous vous voyez au lunch, vous vous parlez. Donc, nécessairement, il y a cette réciprocité qui s'installe.
Mais ce qui est surprenant, et pas vraiment, c'est que la coupure que vous avez eue a provoqué chez vous encore ce besoin de réciprocité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui vous attire dans cette personne exactement, Marie-Noël. Parce que c'est bien beau de dire j'ai ce besoin d'être avec lui, je suis amoureux, je n'ai jamais été aussi épris de quelqu'un d'autre depuis mon adolescence. C'est un signe, ça, ici aussi, depuis l'adolescence, parce qu'on est naïf, candide, finalement prude un petit peu, ne sachant pas vraiment ce qu'est l'amour. Donc, nous tombons dans des états parfois seconds qui peut ressembler donc à la limerence. Mais en tant qu'adulte marié, vous savez ce que c'est avoir du sentiment pour quelqu'un, avoir du ressenti, avoir de l'amour pour quelqu'un. Et là, vous êtes en mesure de nommer ce sentiment-là comme étant de la limerence. C'est possible parce que cette idée d'intensité émotionnelle, d'idée de pensée obsessionnelle est bel et bien un sentiment de limerence. Alors, vous essayez de rompre le contact, mais vous n'y arrivez pas. Il vous recontacte, vous, et puis vous retombez dans le panneau. Est-ce que tout cela est réel? Vous vous posez la question. Eh bien, sans doute, ce besoin que vous avez est réel. C'est un sentiment, vous ne pouvez pas le nier. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce sentiment-là est si puissant, si véritable, si partagé, que vous êtes prêt à mettre en cause, en jeu, en ligne, en péril finalement, votre mariage? C'est une très grande question parce que souvent, Marie-Noël, souvent, lorsque nous coupons complètement contact avec l'objet de limerence, ici donc votre collègue de travail, souvent le sevrage s'opère, se fait, se réalise, et puis vous allez vous rendre compte que finalement, c'était un état passager et que vous n'aimeriez finalement pas vivre tous les jours avec cette personne. Parce que c'est une chose de vouloir rêver d'une vie idéale avec la personne idéale, parce qu'on ne partage pas les factures, on ne partage pas le quotidien, on ne partage pas les mauvaises humeurs, les stress, les difficultés avec les amis, avec les tâches ménagères, avec la belle famille, etc., etc. Donc, c'est facile d'idéaliser quelqu'un lorsque la personne en question n'est pas là, lorsqu'elle est simplement là pour nous valider, pour nous complimenter, pour nous faire sentir comme une reine. C'est facile de tomber amoureux de quelqu'un dans ces conditions. Si vous n'étiez pas avec votre mari, est-ce que vous iriez vraiment vers cette personne-là? Est-ce que vous aimeriez vraiment développer une relation intime avec cette personne-là ou pas? En plus, là, vous semblerait, sur ce que vous écrivez tout au moins, que vous ne soyez pas allé plus loin que le repas, les conversations, finalement cet attachement émotionnel. Vous n'avez pas été consommé, si je peux dire, la relation. Donc, c'est difficile de savoir vraiment si vous seriez prête à tout lâcher pour cette personne. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, le conseil qui pourrait s'opérer ici, c'est de savoir, Marie-Noël, c'est quel est vraiment le sentiment que vous avez pour cette personne-là. Est-ce que ce sentiment que vous avez est passager? Est-ce que ce sentiment demande à être développé? Est-ce que vous avez envie, avec cette personne-là, de voir où est-ce que vous pouvez aller ensemble? Est-ce que cette autre personne a ce même besoin et désir avec vous? Parce que lâcher un mariage pour quelque chose d'idéal, c'est une grosse décision à prendre, Marie-Noël. Peut-être que c'est la bonne décision. Est-ce que dans votre mariage, il y a des manques? Est-ce qu'il y a des frustrations dans votre mariage? Est-ce qu'il y a des tensions non résolues? Est-ce qu'il y a des besoins, des désirs qui ne sont pas satisfaits? Souvent, c'est lorsqu'on est dans une relation qui est
pas tout à fait optimale qu'on se permet de regarder à côté, de prendre simplement ce qui nous convient et d'imaginer que la relation que nous n'avons pas finalement au quotidien est parfaite, que l'autre comble tous ses besoins et ses désirs, qu'on est follement amoureux. Mais on ne voit pas cette personne-là sur le canapé un samedi soir en train de se gratter le ventre et manger des patates chips. Vous ne le voyez pas à ce moment-là. Donc, il faut vraiment faire attention de faire la distinction entre une personne idéalisée qui nous permet de tomber en limerence. Donc, je souffre de ce manque, ce désir d'être avec l'autre et qui n'est pas. Donc, si j'ai ce manque, je suis en souffrance. Mais que se passerait-il si vous n'aviez plus ce manque, si ce manque était comblé? Est-ce que vous seriez réellement amoureux de cette personne-là? Parce que c'est le manque, cette frustration qui crée la limerence. Parce que vous êtes là en mesure d'imaginer n'importe quoi. Vous êtes là en mesure d'imaginer la relation parfaite. Vous retenez juste les compliments, juste les bons moments passés ensemble. Mais si vous preniez réellement la décision de quitter votre mariage, est-ce que vous aimeriez réellement entrer en relation avec cette personne-là et partager votre quotidien? C'est une question valide, valable, mais il faut que vous la posiez. Parce que là, pour l'instant, vous vivez dans deux mondes. Dans le monde réel du quotidien, avec les factures, les problématiques, etc., de votre mariage, et vous idéalisez une relation avec quelqu'un d'autre que vous voyez que partiellement. Qu'est-ce que vous ne faites pas dans votre mariage et que vous êtes en train de transposer dans cette relation qui n'est pas? Qu'est-ce que vous faites dans ce mariage et que vous ne faites pas dans la relation imaginée? Voyez-vous? Donc, il faut pouvoir peser les deux côtés d'une relation, de deux relations finalement, et de voir qu'est-ce qui vous frustre dans l'une et l'autre, qu'est-ce qui vous manque dans l'une et l'autre, qu'est-ce que vous apportez dans l'une et l'autre et pas. Parce que vous devez pouvoir comparer ce qui est comparable, Marie-Noël. Il est difficile de comparer un mariage qui est peut-être stagnant, peut-être stérile au niveau de l'intimité, et une relation qui est seulement imaginée, idéalisée. Elle est là la grande difficulté. Et souvent, les gens vont tomber en limerence, vont tomber en flirt, vont tomber en amour, finalement, en amourette, en obsession avec quelqu'un d'autre que leur partenaire, parce qu'il représente tout ce que le partenaire ne comble plus ou ne veut plus répondre ou ne fait plus ou ne veut plus faire. C'est facile d'idéaliser quelqu'un qui n'est pas dans votre vie au quotidien, Marie-Noël. Alors, il se peut, je me répète, que cette personne-là soit la personne idéale. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Eh bien là, c'est une décision à prendre. Parce que dans la mesure où vous êtes en contact avec cette personne-là, que vous êtes en infidélité émotionnelle finalement, à partir de quel moment est-ce que vous êtes vraiment en train de mentir à votre conjoint actuel? À quel moment est-ce que vous êtes vraiment en infidélité avec votre partenaire? Eh bien, c'est maintenant, Marie-Noël. Vous êtes en infidélité émotionnelle et je ne crois pas qu'un mariage mérite finalement ce genre de traitement. Soit vous avouez avec votre conjoint, votre partenaire actuel, votre mariage, votre mari, vous lui avouez ce qui se passe et vous prenez le risque de rompre votre mariage pour aller voir avec l'autre, ou soit que vous décidez de rompre avec l'autre pour sauver votre mariage. Mais tôt ou tard, votre mari va apprendre la situation et vous n'avez aucun contrôle sur la façon dont il va réagir. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez peut-être? Qu'il le découvre et puis vous quitte pour vous laisser le chemin libre pour aller vers votre partenaire de travail?
Est-ce que c'est peut-être une certaine forme de lâcheté, si je peux dire, de ne pas vouloir prendre la décision de quitter votre mariage pour peu importe la raison, la sécurité, l'habitude, les finances, les enfants, les avoirs, le partage, etc. J'en sais rien. Vous ne mentionnez rien dans votre lettre. Mais demandez-vous à vous-même, est-ce que ce sont vos valeurs profondes de vivre finalement une double relation et d'imposer finalement une sorte d'infidélité émotionnelle et un mensonge, surtout à votre mari? Est-ce que ce sont les vœux dans lesquels vous vous êtes engagé? J'en doute. Alors là, la question, elle est importante pour vous. Les conseils sont difficiles à vous donner, Marie-Noël, sauf celui de mettre de l'ordre dans vos relations, de mettre de la vérité dans votre relation, de distinguer ce que votre imaginaire est en train de vous faire comme cinéma et de regarder une réalité en face et de vous demander sincèrement qu'est-ce que vous voulez de votre vie, qu'est-ce que vous voulez comme partenaire et surtout qu'est-ce que vous voulez comme relation. Et je suis à peu près certaine que ni vous ni l'autre, peu importe l'autre, désire vivre une relation qui est basée dans le mensonge, dans l'idéalisation, dans l'imaginaire et finalement dans quelque chose qui n'est pas réel. Voilà, ça serait ça mon conseil, Marie-Noël, c'est-à-dire de vraiment réfléchir à ce que vous voulez, pourquoi vous vous échappez de votre mariage, quelles sont les causes de votre vagabondage à l'extérieur de votre mariage, et si votre mariage mérite ou pas l'attention pour le sauver et éviter que vous ne gambadiez à droite et à gauche, ou prendre la décision de terminer votre mariage ou d'avertir votre mari que vous souhaitez quitter le mariage parce que vous êtes en train de vivre une relation extraordinaire avec votre collègue de travail. Mais dans ce cas-là, faudrait-il que votre collègue de travail soit d'accord de s'engager avec vous dans cette nouvelle aventure. Il n'y a rien de simple quand on est amoureuse ou quand on est en relation double, Marie-Noël. Il n'y a rien de simple. Là, c'est à vous vraiment de faire le point avec vous-même, avec vos sentiments, avec vos valeurs, avec votre projet de vie, avec vos besoins, vos désirs, et prendre une décision afin de ne pas laisser ni un ni l'autre de vos amants potentiels dans cette espèce de zone vague. C'est pas tout à fait juste finalement pour un ou pour l'autre. Je suis toujours, vous le savez, pour l'honnêteté, la franchise, la transparence, et les risques sont ce qu'ils sont. Mais quand on essaie de courir 2 lapins, Marie-Noël, souvent on perd les 2. Et c'est certainement pas ce que je vous souhaite. Alors faites le ménage, prenez une décision et assumez les risques qu'une telle décision mérite. J'espère que ceci vous a aidé et avec un peu de chance, vous allez trouver le bon chemin et le bonheur. Merci Marie-Noël. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Cœur. Mon nom est Tina Carr, je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt.